9 mars 1916, deux diplomates, un Français, Georges Picot, et un Anglais, Mark Sick, concluent un accord secret sur le partage du Moyen-Orient. Ils dessinent eux-mêmes les limites de ces zones d'influence, les unes en rouge pour la Grande-Bretagne, les autres en bleu pour la France. Mohamed Harkoun, pourquoi avoir choisi cette image comme étant la plus importante, selon vous, du XXe siècle? Eh bien, parce qu'elle représente un moment historique très important sur l'histoire des rapports entre l'Europe et ce Moyen-Orient dont nous connaissons combien il pose encore aujourd'hui de problèmes brûlants et non encore résolus. Et ce Moyen-Orient est évidemment lié à l'histoire de ces monothéismes dont nous parlons. Et l'histoire générale des rapports de l'Europe avec ce Moyen-Orient a fait abstraction justement de cette dimension culturelle, religieuse, intellectuelle de ce que représente l'histoire générale de la pensée dans le monde méditerranéen. Et je veux illustrer la coupure introduite dans cette histoire par l'intervention de volontés politiques hégémoniques que l'on peut faire remonter dans l'histoire jusqu'à l'émergence même de l'islam, et ensuite jusqu'aux croisades, et ensuite les luttes entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Et ce traité-là n'est qu'une sorte d'aboutissement au XXe siècle, et au début du XXe siècle, et en pleine guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, de la montée de la volonté hégémonique de l'Europe qui contrôle toute la région du monde méditerranéen, et en particulier le Proche-Orient, et qui crée cette division qui fait que la Méditerranée du Sud et de l'Est vont faire partie de la Méditerranée arabe et islamique, et le Nord, évidemment, c'est la Méditerranée européenne. Et cette division, outre les grands problèmes politiques qu'elle a générés, et encore une fois, dont nous souffrons encore, a généré une division culturelle et intellectuelle qui se traduit à l'intérieur de nos universités encore aujourd'hui. En ce sens que, si vous voulez étudier l'histoire des rapports, par exemple, entre l'Empire ottoman et l'Europe, il faut aller étudier la partie turque et la partie arabe de cette histoire chez les spécialistes orientalistes, tandis que l'histoire générale de la Méditerranée européenne se fait dans les départements d'histoire où l'histoire s'enseigne à part entière, mais uniquement pour l'Europe. Et sur le plan de l'histoire des religions monothéistes, des systèmes théologiques dont je parlais tout à l'heure, sur le plan de l'histoire de la philosophie et de la pensée philosophique dans le monde méditerranéen, il y a le même éclatement et la même frontière qui continuent de jouer encore aujourd'hui dans les universités. Autrement dit, les accords Sick-Picot introduisent non seulement le début d'une frontière politique qui va, encore une fois, nous mettre dans toutes les difficultés où nous sommes, mais elle introduit aussi, ou elle aggrave, une frontière de type intellectuel et de type culturel qui fait qu'aujourd'hui, l'islam est marginalisé, il est posé ailleurs et non pas du tout dans une vision d'ensemble de l'histoire de la pensée dans le monde méditerranéen. Alors, selon vous, il s'agit là d'une violation d'une région hautement symbolique, Exactement. mais d'une violation qui se retourne contre l'Europe elle-même, comme une espèce de boomerang. Exactement, parce que l'Europe s'est mutilée elle-même d'une dimension de la pensée qu'elle a pourtant utilisée avec un grand dynamisme au XIIe et XIIIe siècle. En ce sens que beaucoup d'œuvres philosophiques, scientifiques, etc., qui étaient disponibles en langue arabe, parce que la langue arabe a été la langue de culture, de civilisation, la langue intellectuelle du 7e jusqu'au 13e siècle dans ce monde méditerranéen, et les traductions qui ont été faites en latin ont été utilisées par les penseurs chrétiens d'Europe, à la Sorbonne, à Oxford, à Bologne et dans d'autres universités européennes. Autrement dit, il y a eu un cheminement de la pensée, en partant de la Grèce classique et en passant par Bagdad, en passant par ce Raï, c'est-à-dire l'ancien Téhéran, en passant par le Caire, en passant par Kérouan, en passant par Cordoue, en passant par Fès, etc. Il y a un circuit de la pensée qui est complètement brisé par
la volonté et la vision qui se sont imposées en Europe du fait, encore une fois, de cette volonté hégémonique parfaitement symbolisée par les accords secrets Sykes-Picot qui ont partagé les zones d'influence dans le Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre. Et à votre avis, cette séparation du Moyen-Orient entre Français et Anglais, entre Européens, c'est le résultat des grandes révolutions européennes? Exactement. Alors on peut refaire justement l'histoire dans ce sens-là pour poser de façon correcte et de façon ouverte cette fameuse question que nous appelons dans le monde francophone de laïcité, cette fameuse élimination du théologico-politique, comme l'appellent les historiens de la philosophie, par rapport à ce qui s'est passé antérieurement. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a de très très graves malentendus, et ce sont des malentendus, c'est-à-dire ce ne sont pas des différences réelles au plan de la vie intellectuelle et au plan de la production du sens pour l'existence humaine. Ce qui nous sépare, ce sont des décalages historiques du fait effectivement de l'évolution de ce que Fernand Braudel appelle la civilisation matérielle en Europe à partir du XVIIIe siècle, civilisation matérielle qui a soulevé les sociétés européennes pour leur conférer une puissance hégémonique due à l'évolution des sciences, de la technologie, etc. Mais elle n'est pas due à une intégration de l'histoire, je dirais, des métamorphoses du sens, justement, en partant depuis la période prophétique que je signalais tout à l'heure, et en suivant le cheminement à la fois du discours prophétique dans les trois traditions de l'écriture, et bien entendu ce que nous nommons la pensée grecque et la pensée philosophique qui nous vient des Grecs, et d'ailleurs ces deux courants, ces deux axes de la pensée est constitutif de toute la pensée dans nos sociétés à la fois européennes et arabo-islamiques. Ces deux axes-là continuent de nous interroger encore aujourd'hui, et nous voyons, comme on dit, ressurgir le religieux, non pas sous la figure, justement, d'une interprétation correcte, reposant sur cette histoire remembrée et non pas éclatée, mais le religieux ressurgit sous la figure menaçante de l'idéologie des deux côtés. Donc de l'incompréhension des deux côtés. Et c'est là qu'il faut intervenir, et il faut intervenir là où se forgent nos modes de perception, nos modes d'interprétation de ce que nous appelons notre histoire respective, et en particulier des enjeux de sens, avant la fin du théologico-politique et après la fin du théologico-politique. Et à votre avis, ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé à Berlin, c'est un peu la même chose? Exactement. Alors, Berlin, je voulais justement utiliser deux symboles en réalité pour parler de ce XXe siècle. Cette carte, on peut remarquer, avoir aussi le partage à Yalta. C'est la même chose. C'est toujours les mêmes qui partagent le monde et qui tracent des frontières et qui créent les problèmes dans lesquels nous nous engouffrons aujourd'hui avec les tragédies qu'on connaît, la Yougoslavie, mais aussi le reste du monde. Alors, Berlin, je voulais dire ceci à propos de Berlin. Berlin est le résultat d'une évolution de la pensée d'Occident, en ce sens que Marx est un produit de la pensée occidentale. Marx a surgi au XIXe siècle de cette civilisation matérielle qui a créé le capitalisme d'un côté et le monde ouvrier de l'autre côté, et qui a créé toutes les exclusions dans les sociétés européennes que nous connaissons. Alors, le mur de Berlin, au moment où il se construit, montre le clivage, là aussi, entre deux mondes au cœur même de l'Europe, du fait d'un certain fonctionnement de la pensée européenne. Et l'éclatement, la chute du mur du Berlin, montre aussi une évolution de cette même pensée, mais cette fois-ci, je pose la question, est-ce que la chute du mur de Berlin va concerner l'ensemble des sociétés dans notre monde pour réfléchir à ce nouvel ordre international dont on avait parlé et qu'on nous a promis, ou est-ce que de nouveau l'Europe va se replier sur elle-même et continuer à produire des événements comme ceux de Sykes-Picot, c'est-à-dire en essayant de perpétuer uniquement ce regard hégémonique sur l'ensemble de l'autre monde. Autrement dit, le mur de Berlin doit être vu, là aussi, comme un symbole qui ouvre une autre page d'histoire qui devrait être entièrement différente de celle
que nous avons vécues depuis le XIXe siècle en particulier, et en relation avec le thème de notre conversation.